c'est la deuxième journée. Le premier témoignage de cette deuxième journée, à savoir l'atelier Bouillet. C'est un vrai plaisir de recevoir cette entreprise centenaire. Quelques chiffres sur Digital Change pour celles et ceux qui n'auraient pas été là hier sur cette journée du 21. C'est 7000 visiteurs sur ces 3 dernières années. C'est des avant-premières un peu partout dans les départements de Bretagne et des Pays de la Loire. Ces 4 co-organisateurs que sont les chambres de commerce et d'industrie, et ici plus précisément la chambre de commerce et d'industrie Nantes-Saint-Nazaire, le parc, bien évidemment, le parc Expo Nantes qui nous accueille, ADN Ouest, l'association des décideurs du numérique, c'est 550 membres et près de 60 000 emplois sur la Bretagne et les Pays de la Loire. Et puis enfin, l'agence API que je représente en tant que directeur, agence API Ouest France Entreprise maintenant, dont le beau métier est de valoriser notre économie en région et plus précisément vous, c'est-à-dire celles et ceux qui la font, les entreprises du territoire. Cette année, en quelques chiffres, c'est près de 150 partages d'expériences, tutos, pitch, témoignages, conférences, tables rondes. Autant de partages d'expériences qui vous permettent de prendre un cap, vous donner aussi une feuille de route sur les évolutions à apporter dans vos entreprises et de répondre à vos questions. Et puis, c'est près de 3000 visiteurs sur ces 2 journées du 21 et du 22 janvier. Quelques chiffres, 84%, on en reparlait encore hier soir avec les partenaires et les exposants, 84% des entreprises voient dans le numérique une opportunité. Et malheureusement, quand on regarde ce chiffre-là, il ne faut pas se cacher derrière, 48% seulement le voient comme une priorité. Et si on va encore un peu plus loin, seulement 18% y mettent un budget. Il va falloir que ça bouge, parce qu'il y a encore un chemin. Et je pense que Digital Change, dans ce rôle et dans l'ADN qu'est Digital Change d'Acculturé, a encore du travail à faire. Je vais vous demander d'accueillir chaleureusement Monsieur Guillaume Breteau du Café Frappé qui officiera comme animateur, Sylvain Delassus de chez Visiative qui sera notre expert, et enfin celui qui nous a fait le plaisir d'accepter notre invitation, Jacques Aumont, directeur des opérations du groupe Bouillet. Alors je le disais, Jacques Aumont, la fonderie Bouillet, une entreprise centenaire, 1913, c'est ça? Tout à fait. C'est la Jeanne Calment des fonderies? Je ne sais pas si c'est la Jeanne Calment, mais 1913, oui. Je voulais me faire ce petit plaisir. Alors, cette transformation, vous l'avez déjà engagée depuis pas mal d'années. Data, puce RFID, écran tactile, dématérialisation, cobotique, pas mal de sujets qui sont au sein de l'entreprise. Et vous allez aborder cette année avec nous un sujet qui est sur l'expérience de la réalité augmentée et où comment cette réalité augmentée ce numérique permet de contribuer à améliorer la qualité des produits qui sortent de la fonderie. Sujet qui est important, et je vais laisser la main tout de suite à Guillaume. Bonne animation et bon témoignage à vous. Merci Stéphane, merci Jacques, merci Sylvain, merci à tous. Donc Jacques, en quelques mots, le portrait chinois du groupe Bouillet, groupe leader au niveau français, européen, de la fonderie et notamment spécialisé dans les contrepoids à destination de manufacturiers ou d'entreprises comme Liebherr, Mecalac, pour ne citer que. Une grosse part de la production qui part à l'export et des attentes en termes de qualité qui sont bien entendu de très très haut niveau. Tout à fait. Donc, fonderie de contrepoids pour l'industrie de la manutention et du travaux public. Et nous exportons 90% de notre production. Sur ces 90%, 85% part pour l'Allemagne et le reste part sur l'Irlande, l'Italie et l'Espagne. Donc on comprend mieux que le coût pour faire revenir une pièce qui serait défectueuse ou non conforme aux attentes de vos clients est un enjeu central dans la partie économique et dans la satisfaction client. Tout à fait, parce qu'on a pour habitude de dire que les camions partent de chez nous avec beaucoup de vide mais beaucoup de poids. C'est-à-dire que 2 pièces remplissent un camion, puisque nous fabriquons des pièces qui peuvent peser jusqu'à 15 tonnes. Donc on ne remplit pas le volume, mais on a beaucoup de poids. Et lorsque vous envoyez une pièce non conforme à quelques centaines de kilomètres et parfois quelques milliers de kilomètres, puisque nos clients ont la particularité d'être les leaders mondiaux de la manutention de grues mobiles, lorsqu'il faut faire revenir un contrepoids non conforme, transporté par avion 15 tonnes,
je ne vous parle pas des coûts engendrés. Donc pour nous, il y a de vrais, réels gros challenges à gérer cette qualité dès le départ. Voilà, et on aura à nos côtés donc, Sylvain Delassus du groupe Visiative. Visiative qui est un des groupes, on va dire, leaders également dans l'accompagnement de la transformation numérique et digitale, notamment au milieu industriel, et vous intégrez des solutions de réalité augmentée, réalité virtuelle notamment. Oui, tout à fait. Donc s'il fallait retenir que 3 chiffres autour de la société Visiative, c'est 30, 1000 et 18 000. 30 pour 30 ans d'existence, 1000 pour 1000 collaborateurs et 18 000 pour 18 000 clients, majoritairement en France. Alors effectivement, nous sommes à la fois intégrateurs des solutions d'Assosystème, sur tout le portfolio des solutions d'Assosystème, et également éditeurs de nos propres solutions. Et ce qui rend un peu unique la caractéristique de Visiative, c'est que nous proposons des audits aux sociétés que l'on appelle la TNGV, qui est en fait la transformation numérique à grande vitesse, et qui a pour objectif de définir les éléments de progression qui sont stratégiques pour chaque société et que l'on peut adresser par le digital. Donc bien évidemment, la réalité virtuelle, la réalité augmentée, dont j'ai la charge en tant que référent chez Visiative, ont toute leur place dans ce cadre-là. Parfait. Alors, avant de rentrer un petit peu dans le vif du sujet, on vous rappelle que vous pouvez participer et vous exprimer au cours de cet atelier. Pour ça, c'est très très simple. Il suffit de se connecter sur evals.fr, donc avec vos smartphones, et d'entrer le code qui s'affiche au-dessus de moi, donc DC20. Il n'y a pas d'application à télécharger, c'est complètement anonyme. Vous pouvez vous poser toutes vos questions pendant l'atelier, et on aura un temps d'échange avec un petit problème de son, a priori, sur le deuxième micro. Et on aura un petit temps d'échange. On aura également un temps d'échange post-atelier qui sera animé, qui vous permettra de poser vos questions et d'aller vraiment en profondeur du débat avec Jacques. Bonjour, je m'appelle Saria Merneg. Donc, à la fin de cet échange et de ce témoignage dans lequel vous allez pouvoir vous nourrir et apprendre des choses, ce qu'on va vous proposer, c'est un deuxième temps pour venir échanger directement, répondre à vos questions et échanger avec les intervenants. Ça se passera juste à côté. Donc, je vous attendrai à la sortie de l'atelier, ici au niveau de la sortie, et je vous emmènerai directement dans la salle. Merci. Voilà, donc n'hésitez pas à poser vos questions, n'hésitez pas à venir ensuite sur ce post-atelier. Alors, Jacques, le pourquoi de la réalité augmentée, vous êtes un centenaire, on l'a dit tout à l'heure, la Jeanne Calment de la Fonderie, même un peu plus, un contexte particulier à la fois au niveau du marché, un contexte particulier dans l'environnement même de votre production, qui vous ont amené à réfléchir et à imaginer ce que devait être l'industrie ou votre industrie aujourd'hui, mais aussi demain. Oui, tout à fait. Alors, avant de répondre peut-être à la question, avant de démarrer cet outil de réalité augmentée, moi-même, je faisais la confusion entre réalité augmentée et réalité virtuelle. Donc, on a un expert sur le plateau et peut-être qu'une petite explication. Oui, alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle de réalité virtuelle, de réalité augmentée. Les termes sont parfois un peu mélangés. Donc la réalité virtuelle, c'est un système qui permet d'immerger une personne dans un monde totalement virtuel à l'aide d'un casque qui est occultant. Donc lorsque vous êtes plongé dans un environnement de réalité virtuelle, tout est possible. Vous pouvez vous téléporter, vous pouvez déplacer des choses. Le gros avantage de la réalité virtuelle, c'est que vous êtes dans un environnement qui généralement est à l'échelle 1, donc idéal pour les visites d'entreprise, par exemple, les visites de bâtiments avant qu'ils ne sortent de terre. Également pour se projeter, hier on avait un atelier sur une société qui fait de l'aménagement de combles et qui se sert de solutions justement de réalité virtuelle pour transformer ces devis en signature. Et on a d'un autre côté la réalité augmentée. La réalité augmentée, le principe va être d'augmenter la réalité en superposant des éléments virtuels. Ces éléments virtuels auront l'avantage d'être positionnés in situ, c'est-à-dire d'être positionnés au bon endroit. Typiquement, si vous avez sur une chaîne de production un contrôle à faire sur des points bien particuliers,
la réalité augmentée va filmer la pièce ou l'ensemble sur lequel vous avez des contrôles à faire et va localiser très précisément les endroits où l'opérateur va devoir réaliser un contrôle. Merci Sylvain. Donc Jacques, contexte qui vous a amené à réfléchir un petit peu différemment Donc nous, le contexte, c'était un besoin de la part de nos clients. Nos clients vivaient une transformation de leur machine, de leur fabrication. Ils étaient de plus en plus sollicités par les utilisateurs finaux pour avoir des engins de manutention qui soient de plus en plus polyvalents et subissant des contraintes des différentes législations, des différentes règles des pays. Donc c'était comment faire mieux, lever plus lourd avec le même volume, le même poids de contrepoids, en allant chercher des déplacements de gravité au niveau de la grue. Donc, qui disait déplacement de gravité, faire bouger les contrepoids, commencer à les mettre des capteurs dans les contrepoids, pour garder l'équilibre et garder la sécurité de l'engin. Donc, c'était vraiment franchir cette étape et c'était aussi se différencier par rapport à une famille de contrepoids qui a été fabriquée dans les pays haut coût jusqu'en 2007. Et en 2007, ces contrepoids sont partis parce que nous, on les appelle les contrepoids caramel ou les contrepoids pâte à modeler, c'est-à-dire qu'ils sont fabriqués au kilomètre. Et ceux-là, ils sont partis. Le marché, il est parti vers le pays du soleil levant. Et c'était pour nous aussi un challenge de rester dans la compétition et de répondre aux attentes de nos clients. Donc ça a été de se dire, fin 2016, on a mis à plat l'ensemble des indicateurs de l'entreprise pour aller identifier des pistes d'amélioration. Et l'une des pistes d'amélioration, bien sûr, c'était d'accompagner nos clients dans cette nouvelle technologie vers les nouveaux contrepoids, mais en conservant notre niveau qualité, voire même en améliorant notre niveau qualité. Donc c'était penser différemment. Et parmi les pistes pour penser différemment, la réalité augmentée pour traquer les défauts, quels étaient les objectifs très très concrets pour intégrer cette réalité virtuelle augmentée dans un environnement qui est quand même particulier pour une fonderie où il fait chaud, où il y a du bruit, etc. Oui, tout à fait, puisque nous sommes dans une fonderie sable. Une fonderie sable, ça veut dire quoi? C'est que nous avons des modèles. Le modèle est constitué en deux parties. Ces deux parties représentent le demi-contrepoids. Et pour réaliser un contrepoids, nous posons un châssis métallique sur chaque demi-partie. Nous remplissons de sable, nous mettons ces deux parties l'une sur l'autre et nous coulons le métal liquide à l'intérieur. Le moule ne sert qu'une fois, c'est-à-dire qu'il est cassé. Et pour faire 15 tonnes de fonte, il faut 15 tonnes de sable. Donc vous imaginez mettre en œuvre et sortent de nos ateliers à peu près 4000 tonnes de contrepoids par mois. Donc vous imaginez brasser 4000 tonnes de sable dans un atelier. Voilà, donc il y a bruit, chaleur, poussière. Et donc le challenge, c'était de développer un outil, non pas pour remplacer nos opérateurs, mais pour suppléer nos opérateurs dans le contrôle visuel de pièces de grande dimension. Puisque là, il s'agissait bien de contrôle visuel et non pas de contrôle par rayon X, de contrôle billage, de contrôle radio, c'était vraiment du contrôle visuel. Parce qu'on se rendait compte que les contrepoids se complexifiant, les formes devenant de plus en plus complexes, il était de plus en plus difficile à nos collaborateurs de retenir, en s'appuyant sur des modes opératoires standards, de retenir les contrôles qu'il y avait à réaliser et de ne pas laisser passer de défauts. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons cherché un outil et que nous avons choisi la réalité augmentée. Alors, pour ce faire, c'est passé par une phase d'introspection, en quelque sorte, où il a fallu que vous vous organisiez aussi pour stimuler l'innovation, pour faire émerger ces nouvelles idées et surtout la mettre en œuvre de façon très, très opérationnelle. Tout à fait. Alors là aussi, on a changé notre façon de conduire les projets, notamment ces projets d'amélioration. On s'est appuyé aussi sur un organisme qui est l'ARACT pour travailler aussi et faire d'une pierre deux coups, c'est-à-dire faire un saut technologique, mais aussi, on entend parler de la QVT, c'était de se dire pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas profiter de cette transformation numérique pour aussi aller travailler sur la qualité de vie au travail. Et ça nous a amené à penser différemment la conduite de ce projet. Et dès le début, dès qu'on a commencé à se dire, tiens, est-ce que l'outil de RA ne pourrait pas être un outil que nous pourrions mettre en place dans l'atelier, nous avons sollicité nos collaborateurs du terrain d'entrer dans cette réflexion. De façon à ce que, si je puis dire, cette tempête de cerveau vienne de la part de tout le monde et puis que ça facilite l'intégration et l'appropriation par l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise. Donc on a vraiment démarré cette réflexion sur le terrain
Et puis on a avancé pas à pas et on s'est fait aider par la région. Et nous avons postulé au challenge résolution de la région. Alors, comment est-ce qu'on a postulé au challenge résolution? Pour nous, dans notre réflexion de PME, c'était pour bien vivre, vivons cachés. Donc là, pour aller postuler un challenge, il fallait s'ouvrir, il fallait expliquer ce que l'on allait faire. Et là aussi, c'était un changement de mentalité. Et donc, nous avons postulé au challenge résolution. Oui. Qui vous a mis en relation, qui vous a permis de trouver un faiseur de solutions. Tout à fait, qui nous a mis. Et en parallèle, nous sommes inscrits au pôle EMC2 pour s'ouvrir. Et nous avons été pitchés nos problématiques lors des journées thématiques du pôle EMC2. Et là, il fallait parler de ces problèmes devant tout le monde. Et nous sommes dans un métier de niche. Par contre, le hasard fait parfois bien ou mal les choses. Maintenant, on va dire fait bien les choses. C'est que le deuxième numéro 1 européen est à 30 km de chez nous. Il est à Châteaubriand, c'est la FMGC. Et donc, vous comprenez que pour bien vivre, ils vont cacher. Pendant des années, ça a été de se dire, ils ne sont pas très loin. Si on fait quelque chose, ils peuvent, en passant sur la route, voir ce que l'on fait. Et on a vraiment changé ces façons de faire et on s'est ouvert. Et donc, la région, avec le challenge résolution, nous a permis de nous structurer, de faire une vidéo pour faire appel à des solutionneurs, derrière d'organiser des sessions de pitch et de retenir un solutionneur. On a retenu un solutionneur. Qui est une jeune start-up nantaise. Donc le local, les forces locales se sont mis à votre service. Tout à fait. Donc c'était aussi pour nous lever une certaine appréhension. On avait pour habitude de dire quand on vit bien, quand on vit caché, on a tendance à n'utiliser que les choses qui sont sur étagère depuis longtemps. Par contre, lorsque vous utilisez des choses qui sont sur étagère, parfois les araignées se sont mises dedans. Et d'une innovation technologique, vous ne faites que de recopier pâlement quelque chose qui est déjà dépassé. Donc pour nous, c'était aussi aller faire de l'innovation, quoi. Une PME, faire de l'innovation et travailler avec une start-up. Ce qui a supposé d'apprivoiser une nouvelle culture, parce qu'une façon de travailler très très différente de celle dont vous aviez l'habitude de mettre en place, en mode projet, de façon plus transversale, plus centrée utilisateur, et puis que chacun apprenne à se connaître peut-être. Alors tout à fait. Alors notre expérience de la start-up, déjà au début quand on a dit start-up, on a dit non. Puis 15 jours après, on a dit, la région nous a dit, oui, mais vous avez pitché et c'est des startups qui sont venues se présenter et il va falloir choisir. Et on a dit, non, c'est des startups, il n'y aurait pas autre chose. Trop de basket. Trop de basket. Et puis, alors je vais le dire, dans mes pensées arrière-gardistes, peut-être, c'était les startups. Bon, les gars, on ne savait pas quelle heure ils arrivaient le matin, ils arrivaient pour boire un café, faire un baby, et puis ils avaient plein d'idées dans la tête et on avait du mal à voir aboutir quelque chose. Donc, dès le début, une fois qu'on a franchi le pas d'aller travailler avec cette start-up, qui s'appelle Quai des Apps, on s'est mis en mode projet. C'est-à-dire qu'on a structuré les choses. Et là, on est revenu dans notre domaine de confort et on a dit à la start-up, écoutez, on va fonctionner comme ça et on va structurer les choses. On va poser le problème, on va faire des réunions, on va faire des revues, on va mettre des indicateurs. Et là, la start-up, au début, ça l'a un peu, je ne vais pas dire choqué, mais elle a dit, qu'est-ce que vous voulez nous faire? Nous, on est là pour créer, on est là pour avancer. Et on a avancé de pair comme ça. C'est-à-dire que un peu la folie de la start-up ou de l'entreprise innovante, et là-dessus, je vais pouvoir te laisser intervenir, nous a bousculé un peu et nous a permis aussi d'avancer plus vite dans la conduite du projet. Oui, alors c'est vrai que souvent les startups arrivent avec plein d'idées, des idées novatrices, avec un œil complètement neuf sur votre problématique et la façon éventuellement d'adresser cette problématique. Le secret, en fait, que ce soit un projet de réalité virtuelle, un projet de réalité augmentée, le secret d'un succès de déploiement, c'est d'impliquer dès le départ les ressources de chez vous avec les gens qui vont développer la solution, tout simplement pour être sûr de bien cadrer le projet, que ça ne parte pas dans tous les sens, dans un premier temps. Et puis également pour rassurer aussi les utilisateurs, puisque la crainte lorsqu'on développe une solution de réalité augmentée, c'est de se dire
pour un opérateur qui pendant des années a fait des opérations manuelles, c'est de se dire on va me retirer mon métier, ou alors mon métier va disparaître au profit d'une machine. Alors que la logique de la réalité augmentée va être plutôt d'apporter un supplément de qualité. On va permettre à l'opérateur de l'aider dans son travail. Donc finalement, on ne fait pas disparaître le métier, mais on l'améliore, on l'augmente, si je puis dire, en lui donnant une dimension où le contrôle aura toute sa place. Donc, éviter le blocage de l'opérateur, c'était un des enjeux, puisque comme tu l'as évoqué, Jacques, l'idée n'était pas de remplacer, mais bien d'accompagner un changement pour les opérateurs. Concrètement, de façon très pragmatique, c'est passé par une participation de ces opérateurs tout au long du projet, des tests utilisateurs, des tests grandeur nature au sein de la fonderie. Alors, tout d'abord, lorsque vous lancez un chantier d'innovation comme celui-ci, bien sûr que j'avais mis mes antennes dans l'atelier avant pour aller voir quelles étaient les personnes qui pouvaient avoir les meilleures prédispositions pour pouvoir accueillir un chantier comme celui-ci et un outil numérique, déjà se familiariser avec une tablette ou un écran tactile. Et ce blocage et ce frein est venu, et je dois remercier l'un de nos collaborateurs de l'atelier qui, un jour, lorsque je faisais mon tour d'atelier, m'a interpellé sur la lourdeur de certains modes opératoires qu'on lui mettait à disposition à son poste de travail, et sur le fait que, de temps à autre, il oubliait une étape, il omettait de faire quelque chose, il omettait un contrôle, et son hiérarchique direct venait le voir et lui dire écoute, c'est pas bien, t'as pas bien fait ton travail. Et il dit retenir tout ce qu'il y a à retenir dans notre univers. Il faut bien imaginer que dans cet univers empoussiéré, un document, même plastifié, au bout de 5 jours, si vous ne le dépoussiérez pas, à part la poussière, vous ne voyez plus grand-chose. Et l'opérateur m'a interpellé en disant, et a raconté une petite anecdote, je vais la raconter très rapidement ici, c'était de dire qu'il était toujours considéré comme un piètre bricoleur, et à chaque fois qu'il se trouvait en repas de famille, il disait qu'il y avait toujours un moment dans le repas de famille où mon épouse allait prendre la parole en disant le mien, de toute façon, même pour enfoncer un clou, il n'est pas capable. Et il dit un jour, mes enfants ont eu la lumineuse idée de m'offrir une tablette. Et il dit, j'ai découvert les tutos grâce à mes enfants. Et il dit maintenant, je dois vous avouer que quand je bricole, je ne suis pas forcément devenu meilleur, mais j'utilise la tablette et j'utilise les tutos. Et il dit, quand j'utilise les tutos, il dit, j'y arrive. Il dit, j'y arrive. Alors il dit, pourquoi nous, dans le monde industriel, dans l'usine, à la fonderie, on ne serait pas capable d'avoir des tablettes et de créer des tutos, des choses comme ça, qui seraient beaucoup plus faciles à assimiler pour nous, parce que vous nous filmeriez, nous. Ce ne serait déjà pas des écrits faits par des gars dans des bureaux qui ont cru comprendre ce qu'on devait faire, qu'ils l'écrivent. Entre ce qu'ils ont cru comprendre, ce qu'ils écrivent, et nous, ce qu'on comprend de ce qu'ils ont écrit, il y a un boulevard. Donc on n'y arrive pas. Donc pourquoi est-ce qu'on le serait plus, je ne vais pas vous dire le mot, et qu'on ne le ferait pas? Et là, j'ai dit, Patrick, tu m'intéresses. Et on a démarré le chantier, j'ai démarré le chantier la première réunion, avec notamment ce Patrick dans la salle. Et à un moment donné, très rapidement, dans les 5 premières minutes, je lui ai donné la parole. Et il a employé les mêmes termes qu'au pied de sa machine, et en disant, oui, moi j'attends que ça. Donc ça a été un moyen de lever les blocages, et puis c'est un moyen aussi pour nous de créer de l'attractivité dans l'entreprise, parce qu'un centenaire, c'est pas toujours attrayant. Donc il faut parfois leur looker, et le fait d'aller déployer des outils du numérique, d'aller sur des technologies avancées, c'est pour nous aussi une question de survie de l'entreprise et d'attractivité pour les nouvelles générations. Ça a été jusqu'à participer à des tests échangés de l'ergonomie, les mots qui étaient utilisés aussi sur les contrôles. Je crois que quand on a préparé, vous m'aviez expliqué les OK, no OK ou pouce en l'air, pouce en bas, qui ont été rajoutés au cours des différentes interfaces et au cours de la phase de conception. Oui, tout à fait, des petites anecdotes, quoi. La start-up était toujours en train de chercher, de trouver. Alors ça aussi, la start-up, il faut parfois la canaliser. Parce que sur des technologies comme ça qui avancent sans arrêt, et mon confrère pourra le dire aujourd'hui, si vous ne décidez pas à un moment de dire stop, on met en place cette version-là qui risque d'être 3 mois après dépassée et un peu has-been, mais si vous attendez d'avoir la dernière version, on serait toujours en train d'attendre.
J'ai entendu que les Allemands là, venaient de sortir une tablette qui était super géniale et on ne l'a pas attendu. Sinon, nous, on a démarré en 2007. Donc, vous voyez, en 2019, on attendrait toujours d'avoir le produit miracle. Donc, c'était de se dire comment est-ce que l'on peut faire pour faire en sorte que les opérateurs acceptent aussi l'outil. Dire une tablette, c'est une chose. Et dans nos chantiers, la startup est arrivée avec la première version. Et pour dire que le contrôle, l'endroit qui avait été vérifié était bon, c'était OK. Et la startup avait décidé que le pas bon, c'était KO. Et les opérateurs nous ont dit KO, c'est quand je suis sur le ring. La pièce, elle n'est pas KO. Elle est OK ou not OK. On ne va pas écrire. On va mettre des gestes parce que pour nous, c'est simple. C'est bon, c'est pas bon. Ça, c'est pas grand-chose, mais on l'a mis en place. La start-up nous a écoutés, est revenue sur un peu OK, KO, et a mis le pouce. Les opérateurs, 15 jours après, quand on a fait la réunion de revue, ont vu que pour un détail comme celui-ci, on l'avait pris en compte. Ça a permis, ça a contribué à ce que l'outil soit identifié comme étant l'outil du terrain, l'outil des utilisateurs, et non pas quelque chose pensé par un bureau d'études, pensé par des ingénieurs, comme ils disent. Donc une logique user-centric, comme on l'évoque souvent, centré utilisateur, un outil fait pour l'utilisateur. C'est une démarche qui permet d'éviter non seulement les blocages, mais aussi d'avoir de meilleurs résultats. Sylvain, tu voulais peut-être réagir sur ces façons de procéder dans la conception et le déploiement de ce type d'outils? Oui, en fait, aujourd'hui, quand on a une solution donc de RA ou encore de VR à déployer, on disait que le point important, c'est d'impliquer les équipes. Alors, impliquer les équipes parce que justement, elles vont avoir un retour important. Ça peut être l'histoire du pouce en l'air, le pouce en bas. Ça peut être aussi de mixer les gens. C'est-à-dire que quand on a un projet de RA qui est plutôt quelque chose récent, ce qui est intéressant, c'est de mixer dans le projet des générations différentes. D'avoir sur le projet des baby-boomers, des gens qui vont être bientôt en retraite, qui ont un savoir et un bagage industriel qui est juste énorme, et de les mixer avec des générations Y, Z qui arrivent sur le marché du travail, qui sont nés avec une tablette dans la main ou un téléphone sur lequel il faut glisser le doigt pour déverrouiller son écran. Donc aujourd'hui, mélanger les générations dans l'entreprise dès le départ permet d'améliorer et de prendre en compte toutes les remarques et d'améliorer la qualité du produit réalisé. Alors souvent, la crainte d'un dirigeant dans une phase de transformation numérique ou d'intégration d'un nouvel outil, c'est la mesure du résultat, le ROI, et puis également les résultats qualitatifs sur le capital humain. Je crois que l'intégration est une pleine réussite. En quelques mois, Jacques, quand on a préparé, vous avez pu nous évoquer quelques métriques et votre volonté d'aller déjà plus loin. Tout à fait. Alors, je voudrais aussi ajouter qu'il y a le ROI, mais il y a aussi le fait de s'être ouvert et d'avoir parlé du projet à tout le microcosme qui nous entourait, nous a permis de déposer un dossier auprès de la région AMI Industrie du Futur. Ce dossier AMI Industrie du Futur a été retenu, nous a donné la possibilité de recevoir une subvention pour ce projet, entre autres. Et puis, le fait de parler aussi dans des assemblées comme celle-ci. Un jour, le pôle images et réseaux a été interloqué par notre problématique et nous a dit, écoutez, nous, dans ce que vous décrivez, vous êtes sur de la recherche, vous faites avancer les choses et on serait d'accord pour que vous veniez pitcher devant un parterre d'experts à Rennes et si votre thématique est retenue, nous, le pôle images et réseaux, on peut aussi venir vous aider par des subventions. Donc on s'est déplacé à Rennes. Alors pareil, pitcher devant un parterre d'experts, si vous me demandez de rentrer dans le détail de la réalité augmentée, ça va durer 2 secondes et puis je vais m'arrêter et vous allez rapidement dire lui, c'est pas un expert. Donc on a été exposé notre projet et ce qu'on voulait en faire. Et bien sûr, on avait la start-up avec nous en tant qu'expert. Et le pôle images et réseaux nous a aussi accompagnés et nous a aussi octroyé une subvention. Donc les 2 subventions déjà, AMI Industrie du Futur et le pôle images et réseaux, a déjà payé 50% de notre proof of concept.
qui était l'outil de réalité augmentée. Je vais le dire ici, on a pour habitude de ne pas trop parler de chiffres. Moi, je vais en lâcher un. C'était 40 000 € et on avait déjà touché 20 000 € avant de faire quoi que ce soit. Donc derrière, on prenait un risque qui était limité, mais quand vous voulez innover, il faut se lancer. Et donc on s'est lancé, on a commencé à faire les premiers contrôles et puis on a stoppé la première pièce non conforme. Puis la deuxième pièce non conforme. Alors au début, on avait commencé sur une référence. Puis après, on a dit on va le faire sur plusieurs références. Alors à l'heure d'aujourd'hui, notre outil de réalité augmentée ne couvre pas encore l'ensemble de nos références en contrôle, mais couvre une partie de nos références. Et quand vous faites le calcul du nombre de pièces que l'on a évité, très certainement, d'envoyer chez nos clients, pour la plupart en Allemagne, lorsque vous emmenez une pièce en Allemagne, vous lui faites faire à peu près, nous on l'emmène, on lui fait faire à peu près 1000 km. Pour transporter, on dit que c'est 1 € du kilomètre. Vous emmenez la pièce 1000 €, vous la ramenez 2000 €, vous la retravaillez pour la rendre conforme. C'est-à-dire que nous livrons des pièces qui sont peintes au niveau et qui sont amenées au niveau de finition demandé par le client et peintes à la couleur du client final. Donc quand vous avez à reprendre une pièce et que c'est sur sa partie métallique qu'elle est non conforme, vous réenlevez toute cette partie finition, vous retouchez la partie qui est non conforme, vous remontez le niveau de finition, vous repeignez puis vous réexpédiez. Donc quand on a un produit non conforme, nous c'est tout de suite aux alentours de 3 000 €. À l'heure d'aujourd'hui, on peut dire qu'on a stoppé une vingtaine de produits non conformes grâce à l'outil de réalité augmentée. On pensait avoir un ROI sur 5 ans. Bon, voilà. Aujourd'hui, vous pouvez faire le calcul. Depuis quand l'outil est opérationnel, quand même, juste pour voir bien la dimension. Oui, donc on a commencé à avoir les balbutiements, on va dire 2017, et on a un outil qui est devenu complètement opérationnel en 2018, parce que là aussi, on a exploré des choses. Aller mettre une caméra dans un univers comme le nôtre, au début, on a mis une caméra. Et puis on s'est rendu compte que les gars, lorsqu'ils manœuvraient les pièces pour amener des pièces de 15 tonnes au poste de contrôle, ils les transportent avec un pont roulant. Un pont roulant, il y a des chaînes pour manutentionner la pièce. Faire rencontrer un pont qui lève 30 tonnes à une caméra, ça ne fonctionne pas bien. Donc il a fallu qu'on mette la caméra sur un système de rétractation. Puis on a parlé de poussière. Monter tous les jours avec une nacelle élévatrice pour aller nettoyer le focal de la caméra, c'était pas bien. Donc ça aussi on a appris, donc on a pressurisé. On a un système de ventilation de notre optique de caméra. Notre écran tactile, on l'a mis dans une armoire pressurisée. Donc on a aussi, si je puis dire, capitalisé et appris, qui fait qu'à l'heure d'aujourd'hui, on s'est servi de cette expérience aussi pour du digital sur autre chose. Nous sommes en phase de dématérialisation de nos ordres de fabrication qui étaient papier en fonderie, vous imaginez. La température de sortie du métal, 1400 degrés, une feuille de papier, il ne faut pas l'exposer longtemps à 1400 degrés. Même qu'une petite étincelle. Donc, on commence à mettre des puces dans nos contrepoids. Alors, je vous rassure, pas dès la phase liquide, parce que la puce qui résiste à 1400 degrés n'existe pas encore, mais dès lors que le contrepoids est refroidi, et pour suivre la dématérialisation de l'OF, on a besoin d'écrans dans l'atelier. Donc, ça nous a servi aussi, et ça nous a encouragé à accélérer la mise en place et le déploiement du numérique. On commence à avoir nos premiers modes opératoires sur le numérique, nos premières gammes de contrôle, avec envoi de rapport qualité, en direct à la qualité et au management, à la hiérarchie. Tu vas peut-être pouvoir, sur les rapports de contrôle, ajouter quelque chose sur cet outil. Ouais, ça tombe bien. Ça tombe bien, c'est l'œil de l'expert compte tenu du temps, parce qu'on était très très bavard avant que l'on bascule sur la phase de questions-réponses. Alors, pour clore en fait le témoignage, je voudrais simplement revenir sur 3 points. Le premier point concerne les tendances technologiques que l'on a aujourd'hui. Alors, c'est quelques chiffres qui quand même donnent à réfléchir quant au déploiement de solutions de réalité augmentée ou virtuelle. Aujourd'hui, en 2020, il y a dans le monde 150 milliards de dollars qui seront investis sur des solutions de réalité augmentée, de réalité virtuelle. On a en 2020 aussi la 5G qui arrive massivement. Et la 5G, comme vous le savez, va permettre d'améliorer énormément la vitesse des débits et de communication entre tous les appareils, ce qui va offrir de nouveaux usages. On a aujourd'hui un chiffre aussi qui dit que cette année, on aura à peu près 100 millions de consommateurs
qui auront recours à la réalité augmentée pour réaliser des achats en ligne. Parce que la plupart des vendeurs s'équipent de solutions. Pareil, les fabricants de matériel, de casques de réalité virtuelle et de réalité augmentée ont perçu une progression constante de plus de 66% jusqu'à 2023. Et puis enfin, un autre chiffre concernant les tendances technologiques, c'est que une projection a été faite pour les métiers qui existeront en 2030, et on sait qu'en 2030, 85% des métiers de 2030 n'existent pas encore aujourd'hui. Alors, la définition des métiers que l'on aura en 2030, ce sera très certainement, pour une grande partie, des métiers qui seront assistés, soit par de la réalité augmentée, soit par d'autres solutions, mais c'est quand même un chiffre qui est assez intéressant. Un autre point concernant la réalité augmentée, c'est de pouvoir renouveler l'attrait pour certains métiers ou pour certaines branches industrielles grâce au déploiement de solutions novatrices. Je prends pour exemple le métier de la maintenance industrielle. La maintenance industrielle rencontre un tas de difficultés pour embaucher. Tous les ans, il y a à peu près 1500 postes qui sont à pourvoir et qui ne sont pas, auxquels il n'y a pas de réponse. Et finalement, pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a un manque d'attrait pour ces métiers-là. Les gens ont une image très pas rétrograde, mais une image qui ne leur convient pas forcément. Par contre, quand vous commencez à dire, voilà, on a une solution, enfin, on cherche quelqu'un qui va faire de la maintenance industrielle, mais appuyé avec une solution de réalité augmentée, et puis si en plus vous y ajoutez de la cobotique, là, on est carrément, c'est le même métier, mais on est carrément avec une image totalement différente. Et ça contribue à améliorer la notoriété d'un métier, à améliorer, pourquoi pas, la qualité de ce qui a été fait. Et puis, enfin, un dernier point, c'est qu'aujourd'hui, il y a encore de ça quelques années, toutes les solutions de réalité augmentée et de réalité virtuelle étaient des solutions qui étaient développées à façon. Vous aviez des startups qui développaient une solution pour répondre à un besoin donné. Aujourd'hui, on est passé du geek à de l'industrialisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une phase où la plupart des solutions sont matures et vous avez, sans avoir besoin de passer par le développement d'une solution à façon, qui reste toujours bien intéressante, mais vous avez la possibilité de trouver sur le marché des solutions de réalité virtuelle, des solutions de réalité augmentée, qui s'inscrivent dans une démarche de continuité numérique, des données qui vont du bureau d'études jusqu'au bureau des méthodes, en passant par le qualiticien jusqu'à la chaîne de production, en assurant une continuité numérique totale. Ce qui permet de dire qu'en cas de modification au niveau du bureau d'études, on n'a pas tout à reprendre. Et les solutions sont réplicables, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas développées pour une seule solution, mais elles sont pour une société qui va faire l'acquisition de ces solutions-là, eh bien, ça leur donnera des outils pour pouvoir les appliquer, quelle que soit leur gamme. Donc on n'est plus à donner une solution qui était développée pour un produit, mais à vraiment fournir une solution clé en main industrialisable. Sur Nantes, il y a l'année dernière, on a accompagné une société dans la mise en place d'une solution de réalité augmentée, et la mise en place a duré 5 jours. 5 jours, formation comprise, en s'appuyant sur les solutions du marché. Donc, si vous êtes intéressé pour voir des solutions du marché, chez Visiative, sur le stand 117 qui est juste à côté, vous aurez des présentations sur ces solutions pour vous donner une idée de ce qui se fait aujourd'hui. Merci Sylvain. On va passer au mode questions-réponses. Donc je crois que je n'ai rien à faire et elles vont s'afficher. Alors, première question, qui est la start-up retenue? C'est vrai qu'on l'a évoqué très brièvement. Donc la start-up qui a été retenue lors du pitch, c'était Quai des Apps, qui est une start-up qui est basée à Nantes. Et qui doit avoir un site internet normalement comme oui, tout à fait. Tout à fait. Voilà. Alors pourquoi avoir choisi une solution développée sur mesure alors que des solutions paramétrables du commerce existent? Et de ce fait, comment évolue cette solution? Alors, c'était lorsqu'on nous sommes rapprochés de Clarté, qui est basé à Laval, lorsqu'on a choisi de développer cet outil de réalité augmentée.
Et lorsque nous avons exposé notre besoin, je vous le rappelle, c'était fin 2016, Clarté nous a dit, écoutez, vous allez pas trouver sur étagère. Il n'y a rien sur étagère pour le moment. Vous êtes peut-être un petit peu trop tôt. Donc de deux choses l'une, ou vous attendez, et puis sous 6 mois, 1 an, vous allez voir quelque chose arriver, très certainement, parce qu'il y a beaucoup de recherches sur le sujet. D'ailleurs, l'Université de Nantes, ce qu'il faut savoir, c'est que l'Université de Nantes est à la pointe de la recherche sur la réalité augmentée, et il y a des interlocuteurs au niveau de l'Université de Nantes qui sont reconnus internationalement dans le domaine de la recherche sur la réalité augmentée. Donc, nous sommes bien placés. Alors, je ne vais pas faire l'adage de l'Université de Nantes, mais nous travaillons aussi avec l'Université de Nantes et sa filière capacité pour un autre sujet, pour du ponçage robotisé, de la cobotique. Donc, c'était à l'époque où nous avons choisi, il n'y avait pas d'autre solution qui s'offrait à nos yeux et à notre connaissance. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi de travailler avec cette start-up. Nous sommes dans l'évolution de la phase 2, puisqu'au début, le développement de la réalité augmentée avait été basé sur la reconnaissance dans l'espace avec des sphères de couleurs. Et là, maintenant, nous sommes sur la reconnaissance dans l'espace de la position de la pièce à contrôler par le contrôle du contour. Donc la start-up continue à nous accompagner sur le sujet. Et en accord avec la start-up, on va glisser petit à petit. Et je parlais juste avant cette table ronde à mon collègue de Visiatif pour dire peut-être que demain, je vais t'accueillir dans l'entreprise parce que tu vas prendre le relais. Donc il faut savoir aussi à un moment donné, franchir le pas. On ne repartira pas à zéro. On ne repartira pas à zéro parce que ce qu'on a fait, l'économie que l'on a générée, va nous permettre de pouvoir lancer un projet peut-être avec Visiative et de se le payer. Donc il ne faut jamais, c'est ce que je disais à un moment, il ne faut jamais attendre. Si vous attendez sur ces sujets, vous ne démarrerez jamais. Et la solution sur mesure a été aussi la solution pour répondre à un besoin très spécifique dans un environnement très spécifique à l'époque. Tout à fait, tout à fait. Voilà. Lorsque Clarté a vu nos locaux, ils ont dit bon écoutez, on ne vient pas faire, ça ne va pas marcher. Alors, comment les opérateurs ont accès à la solution ? Donc, les opérateurs ont accès à la solution tout simplement. Ils viennent sur un écran qui est basé dans l'atelier. Bien sûr, le système tourne sur PC. Et on a une tablette pour juste aller faire de la visualisation. Donc, le système tourne sur le PC. L'opérateur va sur le PC, choisit la référence à contrôler. En cliquant sur la référence à contrôler, le système va choisir la gamme de contrôle et ensuite, juste en visualisation, l'opérateur va se rendre devant la pièce à contrôler et va avoir la visualisation des points et appuyer sur la tablette pour valider ou pas le contrôle, dire c'est OK ou not OK, et la tablette va renvoyer à l'ordinateur qui, lui, derrière, va traiter les données et va émettre le rapport de contrôle. Mais tout simplement, écran tactile dans l'atelier. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. On s'arrête, on me fait signe qu'on a été très bavard. Donc s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à venir justement au poste atelier juste derrière. Les équipes d'animation vont vous accueillir à la sortie. Merci Jacques, merci Sylvain pour votre témoignage très, très enrichissant. Merci à tous. Merci.